micro. Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant 1 heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Pas de jour férié pour le 100% football amateur, ravi de vous retrouver pour un peu moins d'1 heure, entre reconversion, finish incroyable et transmission ce soir. C'est à Cergy et nulle part ailleurs. Voici les titres, chers auditeurs, auditrices. Ancien pro mais sans banc, pourquoi la reconversion de coach reste si compliquée ? Fin de saison folle en amateur, Cannes, Bordeaux, Fleury, des destins différents. Rémi Maréval du football professionnel à la transmission. Pour m'accompagner en plateau ce soir à ma gauche, Cox pour sa première. Comment vas-tu, Cox ? Très bien, très bien. Bonsoir à toi et merci pour l'invitation. Merci d'être présent. Sur ma droite, il y a Mehdi Oudni. Comment vas-tu, Mehdi ? Ça va aussi, Farid, content de vous retrouver. Merci et bientôt un autre consultant devrait nous rejoindre, Kevin Makazi. Voici le programme copieux qui vous attend ce soir. Être ancien joueur professionnel ne garantit plus une place sur un banc en 3e division française, voire en dessous. Michel Milosevic revient sur les obstacles, les réalités du football amateur et les coulisses d'un métier devenu ultra concurrentiel. Il est avec nous dans quelques instants au téléphone. Entre renaissance historique, désillusion persistante et scénario cruel, la fin de saison a réservé son lot d'émotions dans le football français. On en parle dans le débat en seconde partie d'émission. Ancien joueur professionnel, Rémi Maréval revient sur les moments marquants de sa carrière, les difficultés rencontrées loin des projecteurs et sa vision d'un football qui a beaucoup évolué au fil des années. Bienvenue à ce micro, Rémi. Bienvenue, bonjour. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté également donc cette invitation, Rémi. Messieurs, on est prêts pour un peu moins d'1 heure avec Damien aux manettes. C'est le 38e numéro de la saison. C'est parti. Le 100% football amateur, coup de cœur, coup de gueule. Voilà, les micros, entre manque de reconnaissance, exigence du football amateur et évolution du métier, Michel Milosevic raconte une reconversion plus difficile que prévu. Il est avec nous au téléphone. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Farid, bonsoir à tous. Bonsoir Michel, merci d'avoir accepté cette invitation. Première question toute simple aujourd'hui, tu fais quoi dans le football ? Dans le football, depuis décembre, j'ai pas mal de temps pour aller visionner des matchs amateurs dans la région parisienne. J'étais en Italie. J'ai donné un coup de main à un ami pour le recrutement en National 2, en Série D, en l'occurrence pour le club de Portoguaro. Malheureusement, on a eu des problèmes avec 2 partenaires italiens, ce qui fait que pas mal de joueurs ont été dans l'obligation qu'on a libéré de partir avant la trêve. Et c'est pour cette raison que, même moi, je l'ai fait bénévolement par rapport à un ami et ça a été un fiasco total. Voilà. Alors, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des problèmes. Non, exactement. Et c'est bien d'en parler et de le partager. Après ta carrière de joueur, devenir entraîneur, c'était une évidence ? C'était une évidence. J'ai commencé à 21 ans quand j'étais à Créteil. J'ai passé mon BE1. Et je m'occupais d'une équipe au club de Créteil. Et puis j'ai enchaîné après mon BE2 quand j'étais au Girondin de Bordeaux. J'ai toujours eu la fibre parce que j'intervenais en tant qu'éducateur sportif au sein de la commune de Créteil, ce qui fait que pour moi c'était une évidence. C'est pour ça qu'à 31 ans, j'avais déjà mon BE2. Ouais. D'accord. Et tu pensais que ton passé de joueur pro allait faciliter ta reconversion ?
C'était le cas il y a, on va dire, une trentaine d'années. C'était le cas il y a une trentaine d'années où on avait beaucoup plus de respect, où on avait des présidents qui nous écoutaient davantage. Du respect, c'est intéressant, c'est-à-dire, Michel? C'est tout simplement que à partir du moment où on s'engageait dans un club amateur, déjà pour un club amateur, d'avoir un ancien professionnel, c'était déjà bien. Exactement, Et aujourd'hui, oui. un ancien joueur professionnel qui atterrit dans un club amateur, même en R1, il n'est même pas respecté. Le monde va mal. Le monde va mal, mais il n'y a pas que dans le monde du football, malheureusement. On le voit surtout au quotidien. Oui, on le dit souvent, hein, le football est à l'image de la société. Et malheureusement, ça n'avance pas ni d'un côté ni de l'autre. À quel moment tu as compris que le métier de coach était totalement différent de celui de joueur? Je m'en suis rendu compte au bout de pas mal d'années, parce que j'ai pas mal bourlingué au niveau amateur dans différentes régions. Par rapport à ce qui s'est passé un petit peu dans le monde professionnel, hein. Avant, dans le monde professionnel, c'était des présidents qui mettaient moi, j'ai eu la chance d'avoir des Lagardère comme président. Oui. J'étais aussi avec Kevin Cabrel. C'est des personnes qui mettaient beaucoup d'argent, leur argent personnel dans le club. Aujourd'hui, malheureusement, depuis des années, les présidents, ils sont salariés et on voit ce qui se passe. Je parle même pas des agents, parce qu'aujourd'hui, les agents, il y en a plein qui ont jamais été dans le football. C'est devenu un business. Et on va dire qu'on peut pas dire que le football, il est sain aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Avant de laisser la parole aux consultants Cox et Mehdi dans un premier temps, est-ce que le football amateur, tu en as parlé au début, mais est-ce que le football amateur reconnaît encore l'expérience des anciens pros? En ce qui me concerne, c'est pour moi que tu poses la question. Oui, bien sûr. Mais ça va beaucoup plus vite qu'avant. On le voit au plus haut niveau, mais ça se répercute au niveau amateur, malheureusement, parce que aujourd'hui, au niveau amateur, je pense qu'on reviendra par la suite. Je pense qu'il y aura des questions peut-être qui seront intéressantes à poser. Malheureusement, ça va aussi vite que dans le monde professionnel, quoi. On respecte pas les engagements qui ont été pris. On parle de projet, mais on sait pertinemment qu'au bout de 4 ou 5 résultats négatifs, le projet déjà il est remis en cause, quoi. Ouais, on peut pas travailler dans la confiance et dans la durée. Et dans la sérénité. La sérénité, ça peut aider, en effet. Je laisse la parole à Cox. Alors, bonsoir, coach. En fait, moi, la question que j'allais poser, justement, c'était une transition. C'est que les contraintes sociales, aujourd'hui, impactent complètement le fonctionnement des clubs. On sait dans tous les cas que le volet financier détermine énormément les projets, comme tu le disais. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut anticiper en tant qu'entraîneur, surtout quand on a eu un parcours professionnel? Ou avant de s'engager, on se dit, je préfère être sûr de l'engagement financier que vous avez pris, surtout quand on voit derrière la DNCG qui tape fort, quoi. Écoutez, moi je l'ai connu il y a pas mal d'années en région parisienne, avec des clubs qui s'engageaient avec des joueurs, mais quand je discutais avec le président, je dis est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que vous avez les moyens? Et on me disait oui, mais on attend ce sponsor, ça. Je lui dis moi je travaille pas de cette façon-là. Je lui dis parce que déjà quand je m'engage avec un joueur, je veux que ça soit sûr que le club, la direction sera capable de respecter ses engagements, ce qui n'a pas été le cas, que j'ai connu déjà dans pas mal de clubs amateurs, mais là je l'ai connu en Italie dans un club de série D, quoi. C'était catastrophique, impressionnant. Je parle même pas des galères au niveau des infrastructures. Allez-y. Non, c'est très intéressant. Merci, Michel. Il y a Mehdi qui a une question pour toi. Ouais, bonsoir Michel. Moi, je vous rejoins totalement sur ce que vous dites. Le football, tout le monde s'y intéresse et tout le monde peut avoir un poste malgré le peu d'expérience qu'ils ont. Maintenant, vous, de votre côté, est-ce que vous trouvez encore la motivation pour retrouver un banc? Écoutez, moi je suis allé, je vous le cache pas que je suis allé parce que j'ai un ami très proche, William Longuet à Clé-Souilly. Je suis allé voir. On connaît très bien matchs, aussi. Je suis allé voir 3 matchs là-bas. Moi, ce que je recherchais dans le passé, parce que j'ai pas mal bourlingué même en province, cet esprit familial, que les joueurs étaient contents de se retrouver, même avec les femmes de joueurs, les enfants. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Malheureusement, on le voit au plus haut niveau. Et quand vous avez la chance d'avoir un club avec de vraies infrastructures où les joueurs, moi je l'ai imposé quand j'étais arrivé à Sucy, où les joueurs peuvent déjeuner ensemble, regarder des matchs de Coupe d'Europe ou visionner la vidéo. Mais les matchs de Coupe d'Europe, à la mi-temps, je vais vous dire, ils avaient mangé la pizza, ils étaient partis. Il y a même des joueurs, ils arrivaient le samedi, ils savaient même pas quand ils jouaient.
On se rend compte de l'évolution du football aujourd'hui. Oui, des travers de l'évolution du football amateur. Certains disent que les anciens pros sont parfois trop exigeants pour le niveau amateur. Est-ce que tu comprends cette idée ? Moi, je comprends cette idée tout simplement parce que quand j'ai des anciens joueurs que j'ai eu avec moi qui ont réussi une carrière, même si c'était qu'en National 1, mais qui vivaient, qui se levaient le matin pour aller jouer au football, moi j'ai eu la chance de vivre de ma passion en tant que fils d'immigré. Je sais d'où je viens, j'ai jamais oublié. Et quand j'ai des anciens joueurs qui m'appellent à Noël, du moins, ou à Nouvel An pour me souhaiter bonne année, ça me fait plaisir parce qu'ils se rendent pas compte de la chance, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je paierais pour avoir 19 ans, je m'entraînerais jour et nuit. Quand on voit tout l'argent qu'il y a, c'est invraisemblable. Je vais vous dire, en vérité, je suis né trop tôt, quoi. Ah oui, on partage complètement. Il y a c'est pour ça qu'on est exigeant. C'est pour ça qu'on est exigeant, parce qu'on souhaite à tous nos joueurs de pouvoir se lever le matin et de prendre la voiture, d'aller s'entraîner. C'est le souhait tous les entraîneurs souhaitent ça à leurs joueurs. C'est vrai, c'est le même souhait que j'ai quand je viens à l'antenne en plateau. Donc je peux comprendre, Michel, je laisse la parole à Cox. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un entraîneur, par exemple, de ton expérience, peut, à la place d'être que sur le banc, gérer le club directement, c'est-à-dire... Un manager à l'anglaise ? Oui, un manager de cette manière-là, aller chercher les sponsors ou les financements pour pouvoir tenir sur une saison, construire un budget, pour pouvoir aller aussi sur les projets qu'on peut construire en fonction du budget qu'on s'est fixé. Alors, je vous cache pas que il y a deux casquettes. Là, vous parlez moi, j'ai toujours été un homme de terrain, même si j'ai eu la possibilité de ramener des partenaires financiers pour des clubs amateurs. Mais je pense que chacun va être dans son domaine. Ça dépend de la division où on évolue. Parce qu'après, c'est la division dans laquelle vous évoluez, hein. On sait pertinemment que un club, qui joue en National 3, qui ont des moyens de payer des joueurs et que des joueurs vivent que du football, ça existe. Hein, ça, on le sait. Même en R1, ça existe. Un peu moins, mais ça existe aussi. Et malheureusement, on le sait pertinemment. Je pense que quand on bâtit une équipe, quand on a les moyens d'avoir des moyens financiers, des infrastructures, je pense que c'est plus facile de travailler. Si vous avez bien structuré votre club avec des gens en place qui sont compétents, normalement, je dis bien normalement, ça devrait fonctionner. Mais j'ai vu tellement de choses dans le football qu'aujourd'hui, effectivement, moi, un banc de touche, ça m'intéresserait plus. Sincèrement, ça m'intéresserait plus. Mais par contre, de structurer un club, oui, avec chaque catégorie, parce que je vois tellement de lacunes, même en R1, même en National 3, même en National 2, quand je vois les lacunes techniques qu'il y a, je parle même pas tactiquement, mais quand je vois les lacunes techniques qu'il y a, c'est invraisemblable, quoi. Alors, je pense qu'il y a déjà tout à revoir au niveau de la jeunesse. Je pense qu'on impose trop de rigueur à des jeunes à 7, 8, 9 ans, même jusqu'à 11 ans. Je pense qu'on devrait leur donner davantage de liberté d'expression et je pense qu'ils progresseraient tous techniquement. Mais là, ça devient facile pour des entraîneurs amateurs qui ont même pas de diplôme d'aller sur YouTube, d'aller sur Internet et ils vous sortent des séances qu'ils maîtrisent même pas eux, quoi. Voilà, c'est du tout n'importe quoi. Malheureusement, Internet, ça a tué la société. C'est vrai, c'est une poubelle, Internet. Je laisse la parole à Mehdi. On parlait tout à l'heure avec justement Rémi Marival des jeunes, et tu as coaché en jeunes, et on a tous le même constat, je pense que toi aussi, qu'ils n'aiment pas le foot finalement. Voilà, ils viennent, ils tapent le ballon, mais ils s'intéressent pas plus. C'est un produit de consommation. Voilà, ils s'intéressent pas plus à ils loupent un entraînement, pour eux c'est rien, alors que nous, notre génération, tu pleurais. Qu'il pleuve, qu'il neige, on y voilà, était, ton père t'interdisait, tu négociais quoi qu'il arrive. Est-ce que tu as ce même ressenti ? Ah bah oui, j'ai ce même ressenti bien depuis longtemps, mais de toute façon, je vais vous dire, hein, même là en national, en série D où j'étais en Italie, je me suis clashé avec un joueur. J'avais René Lobello quand même comme entraîneur, qui était quand même champion avec Bordeaux, avec René Gillot, il a été pas mal. Il a bourlingué en France, il a même entraîné en Chine, en Tunisie. Il avait Bernard Gilly comme préparateur physique qui a fait aussi la Coupe du Monde avec Gernot Rohr, avec le Nigeria et tout ça. Bon, ils ont fait un mois et demi. Moi, j'ai chopé un joueur dès qu'il est rentré. On venait de perdre chez nous. La première chose qu'il a fait, il a regardé son téléphone pour me dire que le but qu'il avait marqué, il n'était pas attribué. Je lui ai dit, t'as de la chance parce que de notre génération, ton portable déjà, il serait plus en vie. Et je pense que ça aurait été très compliqué pour toi avec certains joueurs. Non, mais le football, c'est devenu comme à l'image de la société, c'est individuel. J'ai écouté Eric Cantona à la fois qui disait, moi, j'interdirais le portable dans le vestiaire. Effectivement, après, ça fait partie de la cellule de recrutement, même au niveau amateur. C'est compliqué que quand vous n'arrivez pas à sonder le joueur, ça va
de quelle manière il fonctionne. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu pour pas se tromper. Aujourd'hui, c'est très compliqué et c'est encore plus compliqué dans le monde amateur. Voilà. Michel, une nouvelle question. Les clubs amateurs, selon toi, ils manquent de moyens, de stabilité ou d'ambition? Quand vous me parlez de clubs amateurs, vous me parlez pas de clubs de National 3, de National 2. Vous me parlez de clubs de R1, de R2. Oui, Parce que mais les même clubs amateurs de jusqu'en National 3. de National 3, National 2, pour moi, c'est pas des clubs amateurs. Ils s'entraînent le matin en National 2 tous. Certains clubs Pas en National 3. c'est pas tous, mais il y a pas mal de clubs en National 3 qui ont des moyens. Peut-être pas sur Paris, mais en province, oui. Mais je pense que c'est une bonne étape. Et je vais vous dire sincèrement, c'est plus facile de travailler en province que sur Paris. Et comment tu l'expliques? Bah déjà parce qu'il y a des joueurs qui viennent de l'autre bout de Paris qui sont jamais à l'heure, qui ont une activité en parallèle. C'est très compliqué. Et moi, quand vous avez des joueurs qui se tapent 1h30 pour venir ou 2 heures à l'entraînement, qui ont une journée éprouvante physiquement, comment voulez-vous qu'ils soient disponibles et prêts physiquement pour travailler? Parce qu'après, il faut qu'ils rentrent chez lui. Très très compliqué. C'est pour ça qu'au niveau du recrutement, au niveau amateur, moi je conseille aux coachs de vraiment cibler les joueurs dans un périmètre très restreint, parce que en fin de compte, ils y sont pour rien, mais quand l'année commence, on sait comment c'est, les embouteillages à Paris, c'est une galère, quoi. C'est très compliqué, très très compliqué. Dernière question, Michel, avant de laisser aussi le mot de la fin à Cox et à Mehdi, mais je t'entends sans comparaison aucune avec Luis Enrique, mais je sais que je bois tes paroles et je progresserai très rapidement grâce à toi sur un terrain. Michel, mais qu'est-ce qui fait peur au président de ne pas te donner ta chance à toi comme coach? Parce qu'aujourd'hui, le président, même au niveau amateur, j'ai un ami quand même, Laurent Fournier, qui a vécu ça du côté de Chartres, qui s'est fait renvoyer comme un moins que rien. Là, j'ai lu aussi avant-hier dans la région de Nantes, j'ai plus exactement son nom, pareil, il a fait monter son club en National 3. Ils étaient 2 anciens Nantais. Au comité directeur, il y en a qui appréciaient pas. Bon, bref, ils viennent d'obtenir la montée en National 3, ils ont réalisé leur objectif et puis on leur dit qu'on va pas les garder. Alors je pense qu'aujourd'hui les présidents amateurs, ils ont un peu trop ils ont pris le melon, quoi, tout simplement, parce qu'au niveau amateur, ils mettent quand même encore de l'argent, ils sont pas salariés. Voilà, ils mettent de l'argent, ça veut dire que c'est eux les stars maintenant au niveau amateur. Alors c'est pour ça que je trouve ça un petit peu regrettable, parce que quand vous avez la chance d'avoir des joueurs qui sont passionnés, des anciens joueurs qui sont passionnés, qui ont bourlingué sur les terrains en tant que joueurs, qui ont eu la chance de côtoyer de vrais coachs, je sais pas si c'est une aubaine. Il faut penser quand même que on devient pas entraîneur du jour au lendemain comme ça. Ça n'a rien à voir avec un entraîneur, c'est un autre métier. C'est pas un joueur de football, entraîneur. Entraîneur, c'est un autre métier. Exactement. Mais il faut être passionné aujourd'hui pour un professionnel, pour aller en amateur et accepter les couleuvres qu'on lui balance dès qu'il y a 3 résultats négatifs, quoi. Voilà. Dernière question, Cox. Oui, dernière. Pour moi, justement, quand on revient sur l'exemple de Chartres, où Laurent Fournier s'est fait lourder, est-ce que c'est pas finalement le président qui veut plus attirer de la lumière que le C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était Gérard Soler là-bas. Non, mais c'est exactement ça, comme dans beaucoup de clubs amateurs. C'est le président. Moi, j'ai été jalousé dans mon passé parce que quand j'entraînais en Normandie ou ailleurs, effectivement, ou à Château-Thierry, c'est vrai quand il y a un article, quand on arrive ou quand on parle toujours de l'entraîneur, surtout quand vous avez été ancien joueur professionnel, et ça dérange. Ça dérange au niveau du club, ça c'est sûr. Au sein du comité directeur, ça dérange. Il suffit qu'il y ait des petits partenaires financiers ou le président, c'est surtout. Mais effectivement, ça dérange. Mais dans ce cas-là, il faut pas nous appeler. Exactement. Oui, c'est ça. Qu'on vous laisse tranquille. Nous, on vient parce que c'est notre passion. On vient pour vivre des grands moments avec nos joueurs, avec le club, avec tous ceux qui s'investissent dans le club. Et je vous dis, c'est plus facile à trouver encore ces mentalités en province qu'à Paris. Dernière question de Mehdi. La dernière question va être simple. Est-ce que maintenant le mode copinage pour faire venir un entraîneur est plus mis en valeur qu'autre chose en fait? Le copinage, il a été mis en lumière au plus haut niveau déjà. Moi, je le vois même pas au niveau amateur, mais c'est surtout au plus haut niveau. On le voit, je le vois dans les cellules de recrutement parce que j'ai quand même essayé de rentrer dans un club pro
et non des moindres à Bordeaux. J'ai même été à Saint-Étienne. Je vois comment ça se passe, c'est du copinage. Celui qui est en poste dans un club professionnel, qui doit gérer la cellule de recrutement, il va faire venir ses relations. Voilà. Mais il y a tellement de choses aujourd'hui malsaines au plus haut niveau que malheureusement on peut même pas en parler, quoi. C'est vrai. Mais enfin bon, n'hésite pas la prochaine fois que tu reviens nous voir, Michel, n'hésite pas. Sans problème. Tu sais bien que je fais pas la langue de bois. Ouais. Tu seras en tout cas le bienvenu en plateau à Cergy au 100% football amateur. C'est terminé pour ce soir. Merci Milo Michel pour ta dispo. Merci à toi, mais tu sais, je vous fais part, je suis pas dégoûté, désespéré. J'ai pris une grosse claque en Italie. J'ai fait un gros travail pendant 6 semaines. J'ai visionné plus de 110 joueurs avec une enveloppe très très limitée et j'ai relancé certains joueurs. Mais je sais, je connais la mentalité des joueurs. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Voilà, ils avaient des agents, ils en ont connu d'autres en Italie, ils ont lâché leur agent français. C'est un truc de fou, quoi. Mais je lâche pas le morceau. T'as bien raison. Je préférais aujourd'hui effectivement trouver un club où je pourrais aider le club avec un président qui sera à l'écoute. Et j'ai quand même un réseau, même pour les National 2, National 1, voire des deux, parce que j'ai rencontré beaucoup d'agents et j'ai déjà beaucoup de demandes par rapport à des joueurs pour des pays comme en Suisse, comme en Turquie, comme en Grèce. Et c'est un truc qui m'intéresserait, mais ça m'intéresserait quand même de faire un truc dans un club amateur avec un projet sur 3 ans, d'essayer de faire monter une équipe avec des bonnes infrastructures, un truc à vivre en famille, quoi, tout simplement. En tout cas, le message est passé, Michel. Voilà. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à très bientôt. Voilà. Je vous dis bonne chance à tous et merci encore de m'avoir accueilli. Merci à vous. Merci Michel, à bientôt. Ciao. Mais merci à lui, on va pouvoir retirer nos casques, messieurs. Très intéressant, on espère que Michel Milosevic retrouvera rapidement à bonne touche et un projet correspondant à ses ambitions. Il est 19h25 passé. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus au 100% football amateur. Retour sur le finish en amateur. Le 100% football amateur, le débat. Quel événement symbolise le mieux cette fin de saison, messieurs? Cannes, retour logique ou simple feu de paille? Bordeaux, peut-on encore parler d'un grand club? Fleury, héros malheureux ou occasion gâchée? Petit tour de table, Cox, quel destin t'a le plus marqué? Alors moi, ce serait l'AS Cannes, parce que c'est un club qui revient petit à petit dans le giron professionnel. Rien à voir avec le Festival de Cannes. Ah non, rien à voir. Non. La montée des marches, c'est pas pour moi. On parle de foot. L'AS Cannes qui est un club qu'on a connu, enfin qu'on connaît pour nous, avec les formation de Zidane, Mikou. Je crois qu'il y a Patrick Vieira, si je ne me trompe pas. Il y a Yoann Mikou, Sébastien Frey. Il y en a eu. Donc oui, voilà. Et c'est un club qui, pour moi, sans être en professionnel, c'était une anomalie parce que l'AS Cannes aussi est dans une région qui est une région de foot. Après, on pourra voir la concurrence qu'il y a avec le GC Nice qui doit certainement être aussi difficile à gérer pour l'AS Cannes. Mais pour moi, ce retour-là est très important parce que ça leur permet de revenir un peu dans ce qui, à mon avis, correspond un peu plus à la ville. Exactement, et la Ligue 3 qui commencera donc au mois d'août. Mehdi, quel destin t'a le plus marqué? Déjà déçu pour Fleury, dans les dernières secondes, se faire... De la famille Bovis. Se faire piéger, c'est difficile à accepter. Dans les derniers instants. Ouais, derniers instants, mais Cannes, moi, c'est vrai que c'est une ville de football qui a connu la Ligue 1 et qui a sombré, je ne sais pas depuis combien de temps ils ont connu la R1 même, je crois, il me semble. Oui, ils sont un petit peu comme Strasbourg il y a quelques années, en leur souhaitant le même destin. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment... Qui t'a le plus marqué. Ouais, c'est celui-là, ouais. Je donne la parole à Rémi par rapport à ces 3 clubs. C'est vrai que j'aurais pu en citer plein d'autres, mais il fallait s'arrêter sur 3 au minimum. Cannes, Bordeaux, Fleury. Lequel club ou quel destin t'a le plus marqué? Moi, c'est Bordeaux. Bordeaux, pourquoi? Dans le sens où ça n'a pas trop bien marché au fil de l'année. Et après, d'abord avec Bruno Irles et ensuite Rio Mavuba. Après, ils ont fait appel à Rio, et qui a fait un sacré boulot, même si je pense qu'il n'a pas eu assez de temps pour s'exprimer, même s'il a fait un bon boulot pour le peu de temps qu'il a eu. Je pense que s'il lui restait 2-3 journées en plus, je pense que ça le faisait. Et c'est dommage, parce que tous ces clubs, ils méritent un petit peu plus de lumière, un petit peu plus
de soutien, mais comme on dit depuis tout à l'heure, les clubs comme ça, ça équivaut par rapport à la société, aux finances et tout, et c'est dommage. Mais pour rester sur le sujet de Bordeaux, les Girondins de Bordeaux doivent-ils changer de stratégie pour retrouver rapidement le haut niveau, selon toi? Je pense que déjà, s'ils Avec le sont départ là, de Gérard Lopez, Ouais. peut-être. Ouais, je pense que déjà, s'ils sont là, c'est comme on dit, et des fois, On a que ce quand qu'on le mérite. club descend, c'est qu'il faut rebâtir, comme si on construit une maison, c'est pierre par pierre, et avoir de bonnes pierres. C'est-à-dire avoir une bonne équipe autour de soi pour pouvoir remonter, comme ils ont fait Strasbourg. Ils sont descendus en R1, et là, ils sont aux portes de la Coupe d'Europe. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, à travailler, à trouver les bonnes personnes pour pouvoir remonter. Cox, pour continuer sur le sujet de Bordeaux, comment tu expliques que ce club est encore bloqué en National 2 malgré ses moyens et son histoire? Je pense que les moyens ne font pas tout dans le sport, même si aujourd'hui Ça se saurait. le foot est devenu une entreprise, un business à part. Il y a ce que moi j'appellerais la combinaison des facteurs. La combinaison des À facteurs. défaut des étoiles. Alors oui, il faut effectivement des moyens. Des moyens très très importants. On le voit aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est un exemple parlant. Mais il n'y a pas que ça. En réalité, je pense que quand l'expérience qu'on peut emmener sur la gestion d'un club, et on connaît, Rémi peut très bien nous parler d'une saison. Gérer une saison ne se fait pas de manière linéaire. On commence généralement au mois d'août. Il y a des aléas, il y a parfois certains impondérables qui viennent et qui vont venir parasiter la saison. Je pense qu'il faut être en mesure, sur chaque temps de passage, de savoir comment se positionner et comment les gérer. Et je pense que ça, c'est ce qui va manquer à Bordeaux. C'est comme on disait, Rio serait venu peut-être un mois avant. Peut-être ou peut-être pas. Ouais, ou peut-être pas, attention, il n'y a aucune certitude là-dessus. Exactement. Mais peut-être que l'issue aurait changé, l'issue aurait été tout autre. C'est un peu délicat, parce qu'en fait, si je veux faire un parallèle justement entre Bordeaux et la SCAN, on voit malgré tout que Bordeaux essaie de garder quelque chose sur sa formation, ce qui n'est pas du tout le cas de la SCAN. Donc finalement, ils ont plus concentré leur énergie sur l'équipe première, donc pour pouvoir retrouver la Ligue 3, ce qui leur a réussi à la SCAN. En revanche, au niveau des jeunes, c'est le désert. C'est le désert complet. U18, c'est R2. U17, ils sont en départemental. On se dit... pour un club qui va être ils ont mis le paquet sur l'équipe pro. C'est ça, voilà. Ils ont mis le paquet sur l'équipe pro. Bon, attention, ils l'ont fait assez tard. Hein, oui, exactement. parce que c'est seulement à la trêve qu'ils ont changé un peu tout le monde. Et ça avec leur a réussi. L'arrivée d'un nouveau coach, Mathieu Chabert. C'est ça, Mathieu Chabert. À l'opposé, Bordeaux, qui travaille bien, les U18, les U16, que Rio avait d'ailleurs, qui malheureusement, par contre, pour l'équipe première, n'a pas réussi à rentrer dans ses objectifs. C'est vrai. Mehdi, pour revenir sur le cas de Fleury, Ouais. Je présume que tu as pas mal suivi tout au long de la saison, et nous aussi autour du plateau, mais Fleury doit-il retenir la frustration des dernières secondes ou cette progression réalisée tout au long de la saison? C'est mitigé parce qu'ils se font vraiment avoir à la dernière seconde et tout s'écroule en laps de temps. Donc forcément qu'ils vont retenir les leçons. Mais quelles leçons, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment sur le dernier match, ils font une saison plus qu'honorable. Plus que parfaite. Avec Elle un aurait meilleur été buteur, avec Kevin Farad qui a marqué 19 buts, qui a été chercher le haut du classement journée par journée. Je pense qu'ils ne sont même pas posé ces questions. Avec Jonathan Rivas aussi, Ouais. un sacré duo d'attaquants. Je pense qu'ils ne s'attendaient même pas à ça. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils se sont dit il arrivera ce qu'il arrivera. Et puis bon, malheureusement, ça a pas pu aller jusqu'au barrage, mais peut-être qu'ils vont s'appuyer là-dessus, je pense, pour faire mieux la saison prochaine. Es-tu d'accord avec ça, toi, Rémi? Est-ce que le club doit forcément se servir de cette frustration pour se donner les moyens de monter la saison prochaine? Ouais, après, comme on dit, c'est la magie du football. C'est beau d'un côté, pour l'autre équipe, et c'est horrible de l'autre côté, parce que si on enlève ce match-là, ils ont fait une saison incroyable. Incroyable. Et en fait, tout
tout le fruit du travail que tu as fait en amont se résume à ça, alors que c'est pas ça la réalité. Non. Mais ça, c'est le football. Est-ce que tu veux rajouter un mot, Coq, sur Fleury ? Oui, bien sûr. En fait, justement, j'avais cette question-là pour Mehdi. Généralement, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le money time, est-ce que c'est pas un déficit d'expérience ? Ah si, certainement. Voilà. Après, je connais pas assez l'effectif de l'intérieur. Après, il y avait comme des anciens pros, comme tu l'as dit, Kevin Farad, et d'autres. J'ai pas vu le match, mais est-ce qu'à quelques minutes de la fin, tu te dis il y a un partout et t'es barragiste ? Est-ce que sur le terrain, il y a eu de la communication ? Après, comme dit Rémi, c'est trop difficile à ce moment-là, avec les émotions, te dire si on encaisse un deuxième, il n'y a pas de barrage, donc tu es entre deux eaux. Donc c'est délicat. Et surtout, à contrario, l'adversaire du jour, c'était Rouen, qui était leader, qui a connu un gros creux en 2026, et qui est revenu tout doucement pour rester la tête au-dessus de l'eau, pour les battre au finish. Alors que donc Rouen aurait très bien pu perdre ce match finalement. Exactement. Comme l'a très bien dit Rémi, c'est la magie du football. C'est ce qu'on aime. Il n'y a pas de science exacte. En tout cas, merci messieurs d'avoir réagi à ce débat. On en fera d'autres à l'occasion de la Coupe du Monde. Il est 19h, bientôt 36. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus au 100% football amateur. On termine avec un ancien Nantais. Le 100% football amateur, l'invité. Après les terrains professionnels, Rémi Maréval a choisi de transmettre son expérience aux jeunes en devenant coach au FC Zanville-les-Couans. Nous avons le plaisir de le recevoir en plateau. Rémi, quand tu repenses à ta carrière, quel mot te vient en premier ? L'amour du football. C'est-à-dire que nous, à notre époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et nous, on sortait de l'école, c'était le football pur. Ouais, le football pur, comme je dis aux parents ou aux enfants, que nous, il n'y avait que ça, en fait. C'est-à-dire, on sortait de l'école, boum, on allait jouer en bas, jusqu'à pas d'heure. Nos parents, ils venaient nous chercher, c'est l'heure, demain, t'as école. Et il n'y avait que ça. On a tous connu ça. Et moi, c'est ça qui m'a donné la passion du foot, en fait. Est-ce qu'on vit différemment une carrière quand on n'est pas une star du football ? Est-ce qu'on l'apprécie mieux ou différemment ? Ou pas star, après, comme moi je le ressens, c'est l'éducation que j'ai eue, en fait. Donc, star ou pas star, je suis humble, je reste simple et j'ai goûté au haut niveau. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai appris et peu importe où je suis allé, je resterai toujours le même. C'est important de rappeler. C'est pas donné à tout le monde. Dans ta carrière, Rémi, quelles ont été les plus grandes difficultés dans ton parcours ? Moi, ça a été l'un des plus gros sujets en fait actuels, c'est les agents en fait. J'ai eu énormément d'agents parce que j'ai fait confiance à beaucoup de gens, à beaucoup d'agents et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas pu aller plus haut en fait. Ah oui, tu penses que tu aurais pu faire une autre carrière ? Ouais, complètement. En fait, je vais pas dire sur toutes les saisons en France que j'ai faites, mais la plupart, ouais. Je suis sorti à chaque fois, soit dans l'équipe type ou soit meilleur arrière-gauche de chaque division. Et la plupart du temps, j'étais en fin de contrat, donc j'ai fait confiance à des agents. Et quand tu vois que tu es dans l'équipe type ou tu es meilleur arrière-gauche de la saison, et que tu arrives au mois d'avril et tu n'as rien du tout alors que tu es en fin de contrat, tu te dis non, c'est pas possible. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on le lit encore de nos jours. Souvent, les joueurs attendent les fins de contrat pour partir gratuitement. C'était de ton fait ou c'était vraiment le choix de l'agent d'attendre la fin de contrat pour peut-être négocier un plus gros contrat ? Non, parce qu'après, moi, j'ai commencé on va dire un peu dans le milieu... pas amateur, mais j'ai fait centre de formation, après j'ai fait Ligue 2, et j'ai plus ou moins signé à chaque fois pour 1 an, voire 2 ans. Et c'est toi qui voulais des courtes durées ? Non, c'était comme ça au début, en fait. Quand j'ai commencé à Beauvais, j'étais sorti du centre de formation, stagiaire pro, j'ai signé 2 ans.
Donc je suis allé jusqu'à mes 2 ans et en fin de compte, je fais, je crois, la première année, je fais 10 matchs, alors qu'avec Beauvais, on était en Ligue 2, on a failli monter en Ligue 1 cette année, j'avais 17 ans. Il me reste une année, je dis allez, je fais 30 matchs, je me dis allez, pourquoi pas, et au final, je sors meilleur espoir, arrière-gauche, et j'ai rien. Donc je comprends pas. Et souvent, ça a été ça. Et puis j'ai toujours su rebondir et défoncer des portes parce que je connaissais mes qualités et ma force en fait. Bon, j'entends un petit peu d'amertume dans tes propos, Rémi, mais c'est vraiment intéressant. Je laisse la parole à Cox. Alors, bon, je n'irai pas jusqu'à parler d'amertume par rapport à Rémi. Dans le choix des agents, j'entendais. Ah oui, bon, après, c'est vrai que dans ce milieu, malheureusement, on peut aussi parler de compétences. Hein. Compétences, parce que... Il y a beaucoup d'agents de vent. Hein. Voilà, un agent qui a un élément qu'il suit, qui est plutôt un prospect intéressant dans n'importe quel club, parce qu'on en recherche. Là, je vois encore que le PSG recherche un arrière-gauche. Tu n'attends pas le mois d'avril pour placer ton joueur. Ça, c'est juste longtemps en avance. Non, et puis après, aussi, c'est pas la même époque que maintenant. Oui. Parce qu'avant, si à cette époque-là, j'étais meilleur arrière-gauche de Ligue 1 ou de Ligue 2, j'ai pas besoin d'agent. Parce que la visibilité, elle est énorme maintenant. Sauf qu'avant, on avait besoin de ça. Et donc, c'est une époque complètement différente. Mais c'est vrai que les temps ne sont pas totalement les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle des joueurs qui attendent la fin de contrat pour partir gratuitement. Mais c'est parce qu'ils récupèrent, eux, derrière, les frais de signature. Les frais de signature. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années ou il y a une quinzaine d'années. Si tu joues à ce jeu-là, je pense que tu te retrouves sans club. Tu te retrouves automatiquement sans club. Après, ce qui est un peu dommage, justement, dans son parcours, c'est effectivement le fait de n'avoir pas réussi à intégrer une structure un peu plus sérieuse ou qui a des ouvertures, par exemple à l'international, avec des cellules d'agents qui ont, on va dire, les top joueurs des 5 meilleurs championnats en Europe. Parce qu'en fait, dès que tu arrives à passer ce cap-là, tu n'es plus le même joueur. Ouais, c'est vrai. Non, c'est complètement vrai. Après, c'est pas un regret, parce que moi, je connaissais ma force et je sais que peu importe où j'allais aller, je savais ce que je devais faire et j'ai toujours réussi comme ça. Mehdi, une question pour Rémi ? Non, mais Rémi, déjà, c'est vrai que je rejoins ce qu'il a dit. Il est toujours resté le même. Quand on jouait ensemble à Esanville, en plus, c'était quelqu'un de joyeux. Et il pouvait jouer dans les buts, il pouvait jouer avant-centre, il pouvait jouer def central. Et il s'en foutait, il voulait jouer. Et quand j'ai suivi un peu, et forcément son parcours, sauf à l'étranger, parce qu'on n'avait pas les réseaux, il n'y avait pas les matchs en direct et tout, mais j'ai toujours suivi son parcours. Et c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on échangeait, il me dit Mehdi, j'ai choisi l'étranger parce qu'au bout d'un moment, j'ai vu qu'en France, il a dit par rapport peut-être aux agents et tout, je ne pouvais plus évoluer sur un club éventuellement qui joue la Coupe d'Europe. Et lui avait cette opportunité d'aller à l'étranger, de jouer la Coupe d'Europe. Tout ça, et c'est vrai qu'il a franchi ces étapes tout seul en fait. Je pense que après les agents, il a certainement mis de côté certains agents, mais on voit que ça se joue à rien, et si toi-même t'es pas motivé et tu sais ce que tu veux faire, c'est délicat. Je te laisserai la parole après, Rémi. Et il y a Mehdi qui a mentionné Esanville. Là où vous êtes connu, j'ai appris que tu avais coaché donc, dans ce club, le club de tes origines. Ouais. Pour toi, revenir, c'était important dans ce club ? Moi, c'était important, sachant que le club allait tomber, en fait. Il allait tomber, il restait une catégorie. Ah oui ? Ouais, à un moment donné, il y a 4-5 ans, et on nous l'a proposé... à un autre ancien pro que je connais depuis tout petit, Mehdi aussi le connaît, Mourad Enzif. Et on nous a donné l'opportunité d'essayer de le remonter avec ce qu'on pouvait faire. Donc on a fait appel à et là, vous avez fait jouer votre réseau. Ouais, on a fait jouer notre petit réseau. Après, il y a des gens qui nous ont rejoints et on essaye petit à petit
de se battre pour essayer de remonter le club, mais c'est pas évident, parce que vous connaissez le milieu amateur comment c'est, et il faut se battre, et c'est pas en quelques années qu'on peut remonter Qu'on peut tout ça. changer. Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est difficile de gérer un vestiaire de jeunes de nos jours? Ouais, c'est difficile. C'est très difficile. Surtout dans le milieu amateur. Parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi, les jeunes, ils aiment plus le foot, en fait. Oui, ils veulent tout trop vite. Bah, nous, il fallait qu'on se batte pour une baguette de pain. Eux, ils ont un téléphone, ils ont un iPhone, ils ont les trucs, ils ont tout. Et ils ont plus cette valeur de se battre. Et moi, j'ai des petits trucs, des petits flashs. Mais par exemple, quand nous, on s'entraînait, par exemple, en U14, en U15 ou en U16, on avait cette joie de s'entraîner. On avait, ne serait-ce même cette joie de prendre une douche tous ensemble avec des caleçons, se mouiller. Eux, ils finissent l'entraînement et ils courent en courant, manger des grecs et ils ont encore la transpiration sur eux. Mais c'est pour vous dire que l'époque, elle a complètement changé et c'est dur de donner cette culture d'aimer le foot, en fait. Ouais, de revenir à des bases saines. Bah ouais, pour moi, si tu comprends pas ça, c'est que t'aimes pas le foot, en fait. Et c'est très dur de faire aimer le foot à un jeune qui pense connaître ou aimer le foot, en fait. On est d'accord. Cox. Oui, c'est le discours de Rémi, mais je pense qu'il nous parle, tous quelque part. Aujourd'hui, les jeunes sont dans un environnement où les valeurs de ce qu'il faut aller chercher, où, par exemple, le travail n'a pas cette valeur-là. Eux, ils ne perçoivent pas les choses de cette manière-là. Alors déjà, on lâche très très vite, on baisse les bras. On n'a pas envie de transpirer, on n'a pas envie de faire cet effort-là pour aller chercher une place. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat avec les parents, mais je pense déjà que les jeunes eux-mêmes, pour moi, en U14, je pense que tu peux travailler à l'entraînement si tu estimes que tu mérites une place sur le terrain et qu'il y a une concurrence qui est installée, une concurrence saine, je pense que tu es en mesure d'aller chercher une place. Sauf qu'aujourd'hui, pour eux, ils n'ont pas envie de faire cet effort-là. Voilà. Le coach le fait jouer parce qu'il est inscrit au club et ça s'arrête là. Je veux pas jouer, je veux pas être titulaire parce que j'ai fait l'effort de travailler sur les consignes qu'on m'a données à l'entraînement et sur les objectifs qu'on m'a permis d'atteindre à l'entraînement. Non, je veux jouer parce que c'est mon droit de jouer. Non, c'est intéressant ce qu'il dit, Cox. Et la question qui me vient à l'esprit, Rémi, c'est qu'est-ce qui manque selon toi à la formation actuelle pour faire évoluer ces mentalités? C'est quoi? C'est du temps, c'est du temps humain et de la présence? Ouais, de la présence déjà, je pense. Parce que les jeunes, comme je dis, ils n'aiment pas le foot, ils s'entraînent plus. Mais ça va jusqu'en senior. Et ils s'entraînent plus, ils jouent pas, on va dire, le samedi. La semaine, ils reviennent plus la semaine d'après. Et il faut toujours être derrière. Et même si on a des bons formateurs, même si on a des gens bénévoles qui se donnent à 2000%, si le jeune n'y suit pas, c'est compliqué. Oui, tout à fait, c'est inquiétant. En effet, pour pour faire un petit retour en arrière, Rémi, t'en as connu des grands joueurs. Quel a été le joueur qui t'a le plus marqué dans ta carrière, avec lequel t'as joué? Waouh. Il doit bien en avoir au moins un. La question, elle est énorme, là. Mais, je sais pas. Je vais pas dire qu'il y a des joueurs avec qui j'ai joué qui m'ont marqué, mais c'est plus des joueurs avec qui j'ai... Contre qui j'ai joué. Parce que moi, j'étais arrière-gauche. D'accord. Je m'en souviens d'un qui on avait dit, Rémi, je sais pas si c'est celui-là. Mais... Et moi, j'ai eu une ribambelle de... C'est à base de Ben Arfa, Gervinho, Juli... je sais pas, Bakary Koné, j'en passe, parce que moi, c'était vraiment... Et souvent des petits formats. Que des petits formats, tout ce que je déteste. Il m'avait parlé de Valbuena. Et moi, j'adorais les grands formats, sur un terrain. Non, mais il y avait Valbuena. En fait, c'est toute cette époque de Jérémy Ménez, c'est tout ça, en fait. Et moi, je suis costaud, j'aime bien les duels, et j'avais toujours les tout petits feux follets, en fait. Et ça, c'était juste incroyable. Donc, après, oui, j'ai connu énormément de joueurs, des super joueurs, mais moi, c'est vraiment
les adversaires qui m'ont plus marqué que les Plus joueurs avec marqué. qui Et j'ai joué. le joueur le plus sous-coté d'un vestiaire, ça serait qui? Qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait méritée, à part toi? Ah, c'est ce que j'allais dire, Rémi Maréval. Ah, mais là, qui a joué avec moi? Pas forcément. Non, Oui, pas oui. forcément. Non, pas forcément. Comme non. tu veux. Non, mais la question est dure. Hein. Non, après, de ce qu'on entend, ouais, on va dire, allez, un peu Ben Arfa, mais ça, c'est autre chose, parce que dans la tête, ça suivait pas. Mais après, quelqu'un... De Freitas, peut-être? Non, moi, non, il y a un joueur, par contre, c'est Michael Pagis. Ah oui. Ouais. Ah, pour Strasbourgeois, Marseillais. moi. Ouais. Lui, Lui, il puait le football, on peut le dire. Ouais. Lui, ouais. Tu l'as croisé à Strasbourg? Je l'ai croisé à Rennes. Ah oui. Je l'ai croisé quand il était à Rennes. Un bon petit d'entraîne. Ah, et puis on voit le petit qui suit derrière. Non, moi j'étais à Strasbourg quand Mika Pagis y était, avec Nyon. Ouais, mais ouais, les deux, là, c'était incroyable. Mais Ouais. là on regarde sur tous les matchs, mais moi j'allais les voir à l'entraînement. Mais non, Mika Pagis, c'est pas possible. Ouais. Et je comprenais pas pourquoi il n'était pas en équipe de France. Je ne comprenais pas. Voilà. Mais après, je me suis dit... Mais après, il y avait des sacrés attaquants. Ah, voilà, devant oui. lui. Ouais, c'est ça. Attention. Là, c'était incroyable. Ouais, c'est clair. Ça, c'était- C'est un peu comme là. Hein. C'est un peu comme là maintenant. Ouais. Donc, Un peu comme il y a là. des joueurs, tu te dis pourquoi il y est pas, mais Oui, comment il s'appelle, le Rennais là, qui a mis 20 buts, le Paul là, Le Paul. Ouais, il c'est mérite, mais regarde sûr. ce qu'il y a devant, tu peux ouais, pas. là, ouais, il y a un sacré même lui, il ça. réservoir. Ouais, le petit Lee Croupi aussi, même s'il est jeune. Croupi, Ouais, en mais effet, ils peuvent qui a pas. fait qui Ils a fait peuvent mal pas. à City. Ouais. C'est tout. Avant de laisser une dernière question à Cox et à Mehdi, n'hésitez pas à prendre la Oui. parole, hein, messieurs. Dans ton parcours, tu as connu quand même le FC Nantes. Ouais. Hein, club mythique en France, descendre en Ligue 2 17 ans après, ça te fait quoi? Es-tu étonné? Ouais, oui et non. Oui et non, dans le sens où moi, je suis arrivé en même temps que Valdemar Kita. Ah, Kita, ouais. Ah oui. Je suis arrivé en même temps. Et encore, Et lui, il y est je toujours l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone encore. Ah, Je suis un des seuls joueurs avec qui on discute. peut-être un retour au club. Ça, on verra après. Mais non, mais en fait, quand on voit tout ce qui se passe, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Par exemple, moi, j'ai joué 5 ans. J'ai eu 8 entraîneurs. C'est énorme, en fait. Ah oui. Et en fait, quand il est arrivé, pour moi, il dirige un club comme il dirige une entreprise. Et en fait, pour moi, il connaissait pas le foot comme Non. il a pu apprendre maintenant. Et il a géré différemment et il s'est entouré de mauvaises personnes. Ouais, et Pour puis il moi. a laissé les pleins pouvoirs à son fils. Oui, mais toujours en donnant aussi la chance à des gens qui ne méritaient même pas d'avoir cette chance-là, en fait. Et il s'est très mal entouré chaque année de rencontrer un agent. Il va lui donner les pleins pouvoirs sur le recrutement. Tu vas voir tous ces joueurs qui sortent d'un coup. Tu te dis, mais comment c'est possible? L'autre agent de Belgique, il arrive, Mojibaya, tu vois 5 joueurs de Belgique qui arrivent. L'autre de Turquie, t'en vois 5 qui arrivent. Et en fait, comme je dis, si tu t'entoures bien, ça aurait été magnifique. Ah, il a fait parce que confiance c'est- trop facilement, les Bah yeux oui, largement. aveuglément même. Carrément. Et c'est dommage parce que c'est un club incroyable et vraiment la ferveur qu'il y a, les gens, c'est... Moi-même, quand je suis arrivé, j'en tremblais. J'ai dit, mais c'est quoi? Ou même au bout de 3 mois, j'arrivais même pas à sortir de chez moi pour aller faire des courses alors que je sors des envies. Je me dis, mais c'est quoi ça, moi? Je suis pas fait pour ça. Mais non, c'est vraiment dommage parce que c'est un club qui mérite pas ça. Et au final, avec tout ce qui s'est passé, ça va faire 20 ans qu'il est là. Plus de 20 coachs. Le club mérite de descendre pour essayer de repartir. Mais il faut le dire aussi comme à nos auditeurs et auditrices, c'est que ce club était encore en Ligue 1. On peut en dire ce qu'on veut, mais grâce à M. Kita, ce qu'il a mis de sa Ah non. poche. Ah ouais, là, il a Sinon, mis- ce club serait Ah non, peut-être non. de Oui, longues ça, années Il a fait encore des plus bas. erreurs, mais il a fait aussi ce choix de mettre énormément d'argent. Je crois qu'il doit être presque à 100 millions d'euros de sa poche. 100 millions d'euros de sa poche, et c'est énorme. Mais il aime aussi le club, mais il fait des mauvais choix aussi. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien. Et là, c'est vraiment un mal, mais il faut vraiment remonter. Et Parce ça va que pas être simple de ça va remonter pas être simple, de ouais. suite en Ligue 1, Cox. Oui, c'est clair que la Ligue 2, c'est pas le même championnat que la Ligue 1. Enfin, dans tous les cas, on le leur souhaite parce qu'une Ligue 1 sans le FC Nantes, C'est comme une Ligue 1 sans l'AS Saint-Etienne. Oui, ça fait un peu tâche, malgré tout.
Mais il faut aussi comprendre que c'est le foot. Aujourd'hui, on est très heureux de retrouver Le Mans Exactement, en Ligue qui 1. le mérite. Donc, comme le dit Rémi, je pense que Nantes a besoin, à un moment donné, de redescendre, de repartir sur des bases solides et de revenir en Ligue 1 avec des arguments plus qu'élevés pour titiller les clubs qui sont en Ligue 1. Et certainement mettre plus en avant ou piocher davantage dans la formation. Parce qu'avant, c'était son point fort, la formation nantaise. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des joueurs qui sortent du centre de formation ? Ah non, la formation nantaise, elle est incroyable. Hein. Oui, Il y a beaucoup de joueurs qui sortent du centre de formation, qui jouent en équipe pro du FC Nantes ? Ah ouais, il y en a. Oui, Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, ils font beaucoup confiance aux jeunes. Mais après, moi, je suis persuadé qu'ils vont remonter parce que lui, déjà, il a un ego surdimensionné et il fera tout pour remonter, quitte à remettre encore de l'argent de sa poche. Et moi, je suis pas inquiet. Vraiment, je suis pas inquiet, mais je suis plus inquiet de la façon dont comment ça va se passer, par contre. C'est ça qui m'inquiète. Mais les finances, je sais qu'il mettra de l'argent pour remonter. Toi qui le connais bien, Rémi, est-ce que tu connais déjà le futur coach ? Non. Entre nous, Non. pour RGB, une petite exclue pour nous. Pantaloni, Non. Là, c'est encore trop frais. Will Steele, Il faut attendre un petit peu. Stéphane Gilly. Non. J'ai que ça en poche, je peux pas t'en dire d'autres. Non. Stéphane. Non. Guy Stéphane. Ouais, peut-être Mehdi Oudni, peut-être. Oh non, ça m'étonnerait. Non. Une question, une dernière question pour Rémi. Très loin de là, j'ai pas de diplôme. Dernière question pour Rémi, Mehdi. On n'a pas parlé beaucoup de son expérience à l'étranger. Je sais qu'il a fait Israël, c'est ça, Rémi ? Ouais, c'est Israël et Belgique. Ouais, Israël, Belgique, Hongrie, C'est Espagne. deux pays bien différents. anglais. Si tu peux en parler en quelques Bien minutes. sûr. Non, la Hongrie, c'était incroyable. Vraiment, je crois que c'est mes plus belles années de football. Ouais. Parce qu'en fait, j'aurais pu rester toute ma carrière à Nantes. Mais j'ai des amis qui me disaient « Rémi, je joue la Ligue des Champions là-bas, je joue la Ligue Europa là-bas. » J'ai dit « Non, moi, j'aime voyager, il faut que je me barre. » Et je suis allé là-bas. Et au final, j'étais dans l'un des plus grands clubs d'Israël, le club de Netanyahou. Et j'ai des anecdotes à en pleurer, mais là, je peux pas vous en dire plus. Mais non, c'était... Ne serait-ce juste arriver à l'aéroport et je vois 500 Être spectateurs. reçu comme un dieu, quoi. Je dis, mais je suis pas Ibrahimovic, moi, je suis pas... Ouais. Et non, c'était... en fait, je suis venu 3 jours pour visiter, parce qu'au départ, j'avais dit non. Parce qu'avec tout ce qui se passe en politique et tout, j'ai dit, moi, j'ai Déjà à peur, l'époque. je peux pas. Ma famille sont venus avec moi. Je suis venu pour 3 jours pour visiter et donner mon accord. Et en fait, au bout de 3 heures, j'ai dit oui. Tellement qu'ils m'ont fait visiter des trucs, ils m'ont fait voir des trucs. Je peux pas vous en dire plus, mais... Non, et vraiment, le football, là-bas, c'est une ferveur incroyable. C'est un tout petit pays, mais ça ressemble un peu à la Turquie ou, on va dire, à la Serbie, où il y a vraiment des derbys incroyables où eux, leur couleur, c'est le jaune. Moi, des fois, j'arrivais avec parce que j'étais sponsorisé par Nike, ils m'envoyaient des survêtements rouges, mais l'équipe rivale, c'est... je sais plus, le Bétar, non pas le Bétar, bon bref, c'est une autre équipe, d'accord. Ils sont en rouge, et les joueurs, ils coupaient mon jogging au point de... Tu peux pas mettre du rouge dans le vestiaire. J'avais même une voiture rouge, la voiture, ils l'ont taguée, non mais des trucs incroyables. Et non, mais même, après j'ai fait la Ligue Europa, j'ai fait la Ligue des Champions, et c'était 2 fois champion aussi là-bas. La ferveur devant 200 000 spectateurs, non, c'était incroyable. Et je pense que c'est partagé, et je terminerai par ça, Rémi, autour du plateau, mais moi, lorsque j'entends la musique de la Ligue des Champions à la télé, même assis sur mon canapé, ça me donne des frissons. Ouais. Toi, est-ce que c'est c'était vrai, pareil ? La première fois, c'était incroyable. C'était incroyable, parce que tu dis, je suis arrivé. Moi, je ne l'ai pas gagné, mais je suis arrivé. Oui, non, tu l'as joué. Tu te dis, c'est ça la musique. Okay. Oui. Tu l'as entendu à la télé ou tu l'as entendu sur la PlayStation. Et tu dis, je suis arrivé, mais... C'est pas tout, quoi, mais c'est un grand moment quand même. Ouais. Un grand moment, en tout cas, de t'avoir reçu ici, Rémi. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Le temps passe vite, messieurs, comme à chaque fois. Et dernier tour de table. Je te redonne la parole, Cox. Merci pour ta première fois. Merci à toi pour l'invitation. J'avais quand même une question pour vas-y. pour Rémi.
La question bonus. Oui, voilà, je veux dire, aujourd'hui, tu veux reprendre un club, alors si tu es à Aisanville ou à Écouen, peu importe, qu'est-ce que... Il n'y a pas assez de temps pour discuter il y a trop de trucs. La question à faire plus court. À Aisanville, oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu amènes? Alors, je ne parle pas forcément de finances, mais qu'est-ce que tu vas emmener pour pouvoir relever ce club-là et surtout de pouvoir l'inscrire dans les clubs qui comptent dans la formation de ces jeunes? Non, moi, après, je suis là pour vraiment donner ce qu'on m'a donné en étant petit, en fait. Si je peux apporter ce que j'ai appris, je le donne volontairement. Je suis bénévole, je le ferai toujours. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut donner l'amour du football aux jeunes maintenant. On ne pouvait pas mieux terminer par cette réponse. Et ça transpire de sincérité, de passion, et ça fait plaisir, et on en a bien besoin. Donc, Cox, merci d'être passé. Merci à toi. Tu reviendras au mois de juin? Absolument. On fera un spécial Coupe du Monde. J'attends ça avec impatience. Mehdi, merci d'être passé également. Pareil, avec Rémi qui est toujours aussi accessible. C'est vrai. Mais toujours calme, posé. Il en faut. Et merci à lui d'être venu. Merci à toi, Farid, pour chaque émission le lundi. Cox, bienvenue dans la team consultant et avec plaisir. Et le mot de la fin, il est pour toi, Rémi. Merci d'être passé nous voir. Non, merci à vous, c'était cool. Après, dommage, il n'y a pas assez de temps parce qu'il y a plein d'anecdotes. Mais t'inquiète pas, je sens qu'on va te réinviter pour un spécial anecdote Rémi Maréval. Avec plaisir. Et j'attends ça avec impatience également, peut-être d'ici pendant la Coupe du Monde ou à la rentrée. En tout cas, merci d'être venu. Pendant la Coupe du Monde, j'ai des amis qui y sont là, ça va être beau. Très bien, maintenant tu connais le trajet, tu connais le plateau. Merci en tout cas à tous les trois en plateau. Merci aussi à Michel Milosevic qu'on a eu au téléphone. L'émission arrive à sa fin. N'hésitez pas à l'écouter demain, pas demain mais mardi, en podcast. Merci à Damien pour la technique. Comme à chaque fois, il est au rendez-vous. Je continue également à vous abonner sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus, ça fait plaisir. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao.